Alizée de Janzé était une héritière américaine qui avait un côté très sombre et était constamment impliquée dans des scandales et des tragédies. En 1927, elle a abandonné son mari et ses enfants et s'est enfuie avec son amant. Pourtant, elle était mentalement instable et finirait par lui tirer dessus, puis se tirer une balle elle-même. Mais était-ce la fin de son histoire choquante ? Rejoignez-moi pour le découvrir. La femme qui allait devenir célèbre sous le nom d'Alizée de Janzé, comtesse de Janser, est née dans la ville de Buffalo, New York, sous le nom d'Alice Silverthorne, le 28 septembre 1899. Son père était William Edward Silverthorne, un important industriel du textile et magnat des affaires à l'époque du Gilded Age, et sa mère était Julia Bell Chapin, qui venait également d'une famille éminente de la nouvelle bourgeoisie. Le mariage de William avec la mère d'Alice n'était qu'un des nombreux mariages avantageux de l'époque entre un magnate des affaires et un parent d'un autre magnate des affaires. Des arrangements comme ceux-ci formaient des alliances entre les riches et les puissants et reflétaient les mariages entre membres de la royauté et de l'aristocratie en Europe. Les oncles de Julia Bell étaient les frères Armour, Philip et Herman, qui contrôlaient Armour et Cole, le plus grand distributeur de viande au monde au tournant du siècle. Ainsi, Alice était née dans un milieu très aisé. Elle était l'unique enfant du couple, mais sa mère mourut malheureusement de la tuberculose en 1907 alors qu'elle était encore jeune. Son père se remaria peu de temps après et eut plusieurs enfants de son second mariage. Pourtant, la position d'Alice en tant que seule fille de sa mère la laissait en position d'hériter un jour d'un patrimoine considérable, que ce soit par l'intermédiaire de son oncle ou de son père, et l'argent n'a jamais été un problème au cours de sa vie. La vie d'Alice dans sa jeunesse était plutôt chaotique. Son père était alcoolique et n'était généralement pas à la maison à cause de son travail. En conséquence, Alice a principalement été élevée par sa gouvernante allemande. William était aussi un parent très peu conventionnel, pour le moins, ne faisant rien pour restreindre Alice et encourageant activement sa vie sociale alors qu'elle entrait dans l'adolescence. Cela peut sembler acceptable pour certains, mais la relation père-fille était étrange à d'autres égards, et un auteur ayant écrit sur la vie d'Alice a soutenu qu'elle aurait pu être incestueuse. Cela reste non prouvé, mais ce qui est plus certain, c'est qu'à un moment donné, lors d'une visite en France dans les années 1910, le père d'Alice l'a présentée comme sa maîtresse à de nombreuses personnes. C'était peut-être une sorte de plaisanterie étrange, mais tout cela indique certainement une enfance difficile, aggravée par la mort prématurée de sa mère. Finalement, l'un des oncles d'Alice du côté de la famille Arm a obtenu sa garde après avoir affronté son père devant les tribunaux au motif qu'il était un parent inapte. Pendant un certain temps, la jeune Alice, âgée de 14 ans, est allée vivre chez cet oncle. Cependant, cela n'a pas mis fin à la relation entre le père et la fille, et elle a passé beaucoup de temps avec son père lors de longs séjours en France à la fin de son adolescence. Avec le temps, elle s'est prise d'affection pour la France, qui est même devenue sa patrie d'adoption. Alice s'est mariée alors qu'elle n'avait que 21 ans. Elle a passé la fin des années 1910 à Chicago avec sa famille de Pélargie, puis elle est retournée en France où elle a rencontré et entamé une relation avec Frédéric de Janquet, un comte français qui s'était fait connaître en France à la fois comme pilote automobile et comme aviateur dans la jeune armée de l'air française pendant la Première Guerre mondiale. Ils se sont mariés après une brève fréquentation de seulement quelques semaines. 2 enfants, toutes deux des filles, nommées Nolan et Paola, sont nés en 1922 et 1924. Alice et sa jeune famille ont rapidement décidé de s'installer à Paris. Après son mariage, Alice avait reçu une grande partie de son héritage et, ensemble, ils n'avaient aucune inquiétude financière, allant même jusqu'à employer un important personnel de maison pour s'occuper de nombreuses tâches à leur place. Ainsi, bien qu'ils aient eu 2 jeunes enfants l'un après l'autre, Alice et son mari faisaient pied peu pour s'occuper d'eux et pouvaient maintenir une vie sociale très active dans la capitale française. C'était le début des années folles, cette période de prospérité économique, de jazz et de fêtes à travers le monde occidental, après les années difficiles de la Première Guerre mondiale. Comme vu précédemment,
Le père d'Alice n'imposait aucune limite à sa fille et encourageait sa vie sociale. Désormais femme dans la vingtaine et mère, son mode de vie excessif se poursuivait et les de Jancé fréquentèrent certains des personnages littéraires et artistiques les plus connus de l'entre-deux-guerres dans les clubs de jazz parisiens. Pourtant, Alice n'était pas seulement une jeune femme sociable. Parfois, elle était imprévisible et excentrique, et elle recherchait la notoriété. Comme cela allait devenir évident, cependant, sa personnalité flamboyante ne faisait que masquer en surface son caractère quelque peu instable. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. En 1925, les de Jancé quittèrent la France pendant un certain temps pour rejoindre leurs amis, Lord et Lady Errol, dans la communauté coloniale expatriée qui s'était installée dans la vallée de Wanjohi au Kenya, près de Nairobi. Le Kenya était alors une colonie britannique et Nairobi était devenu l'un des principaux centres du gouvernement colonial en Afrique de l'Est. Alice et son mari étaient enthousiasmés par l'idée de passer du temps ici, notamment en raison de l'affinité de Frédéric pour la chasse au gros gibier. Cette communauté d'Européens et d'Américains au Kenya est devenue connue sous le nom de Happy Valley 7. Telle était leur passion pour les fêtes, la consommation excessive d'alcool, la prise de drogue et l'inévitable promiscuité sexuelle ainsi que les infidélités régulières qui en découlaient. C'est au cours de ces années que l'attirance d'Alice pour les opiacés a commencé à devenir un problème considérable et, après ce voyage, sa vie ne serait plus jamais la même. Alice ne tarda pas à se distinguer parmi les habitants de Happy Valley par ses sautes d'humeur, son sens de l'humour sarcastique et sa beauté. Elle fut rapidement connue ici comme la Madone maléfique et eut bientôt une liaison avec Lord Errol. Pourtant, cela fut de courte durée et sa prochaine histoire d'amour allait avoir une bien plus grande importance. Au Kenya, Alice rencontra Raymond de Trafford, un fils du baronnet Trafford de l'aristocratie anglaise. Elle tomba amoureuse de lui et tous deux entamèrent une relation qui devint rapidement un secret de polichinelle au sein du cercle de Happy Valley. Au début, son mari tenta d'ignorer la situation, se concentrant sur la chasse et espérant que cela ne durerait pas. Néanmoins, il devint vite évident qu'Alice était amoureuse de Trafford. Frédéric appellera plus tard cela le triangle amoureux infernal. Bien qu'au début hésitant, Frédéric finit par chercher à se séparer. Il a été encouragé par les membres de sa famille, scandalisés par l'infidélité d'Alice et son comportement erratique. Ils ont divorcé en 1927, après une période durant laquelle Frédéric avait passé du temps à Paris, tandis qu'Alice était retournée au Kenya pour être avec Trafford. Ce n'était peut-être pas seulement sa liaison qui a conduit au divorce. Un an plus tard, Frédéric a publié un livre intitulé Vertical Land, qui était en grande partie un récit biographique du cercle de Happy Valley et dans lequel il commentait le caractère suicidaire et instable de sa femme.
Elle était sujette à de fortes sautes d'humeur, y compris des accès de dépression aggravés par sa consommation d'opium et d'alcool. Une grande partie de cela était génétique, et Alice souffrait manifestement d'une forme de dépression clinique ou de troubles bipolaires, et d'autres membres de sa famille élargie s'étaient suicidés par le passé. Avec son mari parti, l'amant d'Alice allait découvrir à quel point elle pouvait être instable. Le 25 mars 1927, alors qu'il était à Paris, il lui annonça qu'il ne pouvait pas se marier, car sa famille catholique romaine s'opposait au scandale social que cela pourrait provoquer et le déshériterait. Eh bien, il savait que Raymond avait provoqué la rupture de son mariage. Cela a conduit à l'un des événements les plus scandaleux de la vie d'Alice. Quelques heures plus tard, alors que le couple traversait la gare de Gare du Nord à Paris, où Raymond devait prendre un train pour la Manche puis un ferry pour l'Angleterre, elle a tiré sur Raymond dans la poitrine avant de retourner son pistolet contre elle-même dans une tentative de meurtre-suicide. Miraculeusement, ce n'était pas la fin de l'histoire entre elle et Raymond. Après la fusillade, le couple a été transporté d'urgence à l'hôpital Lariboisière, où Raymond était dans un état critique et le resterait pendant plusieurs jours. Il a failli mourir car la balle avait effleuré un de ses poumons. Alice, en revanche, s'en est sortie avec une blessure légère et, comme on s'attendait à ce qu'elle se rétablisse rapidement, la police française montait la garde devant sa chambre. Elle devait être inculpée de tentative de meurtre une fois rétablie. Alice n'a guère tenté de se défendre contre les poursuites. Bien qu'elle ait affirmé regretter ses actes, elle a admis ouvertement à un gendarme français, lorsqu'on l'a interrogée, qu'elle avait tiré sur Raymond, mais elle a mystérieusement refusé de dire pourquoi. Au final, par un concours de circonstances des plus particulières, elle ne sera jamais pleinement poursuivie. Tout d'abord, Raymond a progressivement récupéré et a retrouvé la santé. Cela s'est produit alors même que la famille élargie d'Alice lançait une campagne médiatique et juridique pour la protéger, ainsi que la réputation de l'entreprise familiale, car la fusillade avait fait la une des journaux internationaux. Elle a été envoyée dans une clinique pour se remettre de sa dépression, admettant lors d'entretiens qu'elle avait tenté de se suicider à de nombreuses reprises par le passé. Puis, une fois complètement rétablie, quelques mois plus tard, Raymond déclara à propos de l'incident « Au moment où nous allions nous séparer, elle m'embrassait. Je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai de nouveau murmuré de ne pas considérer ma décision comme irrévocable. Je lui ai même dit que nous nous reverrions. Alors qu'elle me quittait, elle a tenté de se suicider, mais un de mes gestes a dévié l'arme. Je suis sûr qu'elle n'a pas tiré sur moi intentionnellement. L'accident était dû à mon imprudence. » Malgré cette déclaration, Alice a été jugée le 23 décembre 1927 pour agression. L'accusation précédente de tentative de meurtre a été abandonnée grâce à l'excellent avocat d'Alice qui a convaincu le juge d'instruction que sa mélancolie chronique émoussait son intelligence, la rendant mentalement irresponsable au moment des faits. Au cours du procès, les tentatives de suicide d'Alice ont été mises en avant, tout comme la déclaration de Raymond et le fait qu'il s'agissait d'un crime passionnel. En conséquence, le procès s'est soldé par guère plus qu'une peine mineure avec sursis et une amende financière. En 1928, elle est retournée au Kenya et a eu une brève liaison avec Lord Errol, reprenant ainsi leur aventure précédente. Encore une fois, cela fut bref car on lui a demandé de quitter le pays et elle s'est vite retrouvée à Paris avec le Trafford. Pendant les 3 années suivantes, Alice a continué à poursuivre le Trafford et ils se sont finalement mariés en 1932. Les événements de 1927 et le mariage ultérieur d'Alice avec le Trafford ne marquèrent pas la fin de sa vie haute en couleurs. Elle et Raymond sont retournés au Kenya, bien que les autorités aient été réticentes à la laisser passer beaucoup de temps parmi le cercle de Happy Valley, méfiantes à cause de son passé notoire. Ils menèrent par la suite une existence quelque peu nomade entre Paris, Londres, quelques brèves visites au Kenya et même un séjour en Australie pour Raymond. Curieusement, leur mariage s'est effondré quelques mois seulement après avoir échangé leurs vœux en 1932 à la suite d'une violente dispute au sujet de leur destination de lune de miel. Ils ont divorcé en 1937 à une époque où ils étaient déjà séparés depuis plusieurs années.
Trafford avait réussi à supporter d'être blessé par balle par sa future épouse, mais apparemment le mariage avait été une étape de trop. La seconde moitié des années 30 fut une période d'isolement croissant pour Alice. La culture jazz des années 1920 avait pris fin et de nouveaux mouvements sociaux lui étaient passés sous le nez, tandis que son comportement de plus en plus erratique et le scandale public de la fusillade avaient poussé beaucoup de gens à s'éloigner d'elle. Seule, elle devint de plus en plus dépendante aux opiacés et continua à voyager d'un pays à l'autre. Parfois, elle décidait qu'elle allait retourner vivre en Amérique. Puis, tout aussi vite, elle décidait de retourner dans ses anciens lieux de prédilection en France et au Kenya. Ses enfants vivaient à Paris, mais la voyaient rarement, étant généralement élevés par la famille élargie de Frédéric, qui était décédée d'une septicémie en 1933. Plus tard, il la décrivait comme on pourrait décrire une tante ou un oncle qui apparaissait 1 ou 2 fois par an avec des cadeaux pour les enfants et disparaissait tout aussi rapidement. C'est pendant cette période d'errance qu'elle s'est retrouvée mêlée au deuxième grand scandale de sa vie. Le 24 janvier 1941, Lord Errol, l'homme qui avait participé à faire venir les Dégences au Kenya une quinzaine d'années plus tôt, avait été retrouvé abattu dans sa voiture près de Nairobi. Les soupçons se sont rapidement portés sur Alice en raison de sa relation connue avec Errol, de son caractère instable et de son passé, ayant déjà tenté de tuer l'un de ses amants. Alice a été interrogée par la police et a pu fournir une sorte d'alibi, mais il était fragile et les soupçons continuaient de planer autour d'elle. Au final, il n'y avait pas assez de preuves pour inculper Alice du meurtre d'Errol. Les enquêtes journalistiques menées au fil des années ont abouti à des conclusions différentes. Certains estiment qu'Alice était probablement la coupable. D'autres l'innocentent et accusent plutôt d'autres membres de la communauté coloniale expatriée au Kenya à l'époque. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Alice ne survivra pas très longtemps à Errol. Elle était en mauvaise santé et on lui a rapidement diagnostiqué un cancer de l'utérus, pour lequel elle a dû subir une hystérectomie. Déprimée par son isolement, la dégradation de son apparence et sa consommation de drogue qui s'aggravait, elle a tenté de se suicider 2 fois en l'espace de 8 jours à la fin du mois de septembre 1941. Elle a réussi lors de sa deuxième tentative en se tirant une balle avec le même pistolet qu'elle avait utilisé lors de l'incident à la gare du Nord à Paris 14 ans plus tôt. Elle avait 42 ans. Lorsque sa maison a été fouillée après ces événements, des lettres d'adieu ont été retrouvées et elle avait même placé des notes sur des meubles pour les offrir à des personnes qu'elle connaissait. C'était une fin particulière pour une vie particulière. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo sur Alizée de Janzé, j'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi, à la prochaine Forgotten Life. Merci.